Maintenant que nous avons vu les aspects plus théoriques des développements limités, nous allons en voir des applications. Essentiellement, nous allons voir comment utiliser les développements limités pour étudier une fonction localement. J'insiste sur le mot ici local. Nous allons faire des études locales d'une fonction, dans le sens où les résultats que nous allons obtenir ne seront valables qu'au voisinage d'un point x0, mais nous ne connaîtrons pas a priori la taille de ce voisinage. Si nous nous éloignons de x0, les résultats démontrés risquent fort d'être faux. Commençons par voir comment l'on peut déterminer l'allure d'une courbe au voisinage d'un point grâce à des développements limités. Pour cela, pour notre fonction f, nous aurons besoin d'un développement limité en x0 de la forme suivante. Tout d'abord, ce que l'on appelle la partie linéaire du développement limité, c'est-à-dire le terme d'ordre 0 puis le terme d'ordre 1. Et ensuite, nous aurons besoin du terme suivant qui n'est pas nul, le premier terme non nul. Nous ne connaissons pas son ordre a priori, nous allons l'appeler k, il est d'ordre au moins 2, mais il peut être d'ordre supérieur si par exemple le terme d'ordre 2 est nul, et ici ak donc n'est pas nul. Et après, c'est tout, nous pouvons directement passer au reste, nous n'aurons pas besoin de termes supplémentaires dans ce développement limité. Dans ce cas de figure, nous pouvons déjà dire que f admet en x0 une tangente et son équation est justement donnée par la partie linéaire du développement limité, y égale a0 plus a1 fois x moins x0. Deuxième renseignement, nous pouvons déterminer la position du graphe de f par rapport à la tangente. Cette position est donnée au voisinage de x0 par le signe du premier terme non nul après la partie linéaire, c'est-à-dire le signe du terme ak fois x moins x0 puissance k. Démontrons tout ceci. Pour le premier point, tout simplement, nous savons que lorsque f admet un développement limité d'ordre 1 en x0, alors f est dérivable en x0, et le terme de degré 0 à 0 nous donne la valeur de f en x0, et les coefficients du terme de degré 1, c'est-à-dire a1, nous donnent la valeur de f' en x0. Or, nous savons dans ce cas que f admet une tangente en x0 qui a pour équation y égale f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. C'est donc exactement comme équation, l'équation y égale a0 plus a1 fois x moins x0. Pour le second point, nous savons que lorsque nous avons le graphe de deux fonctions et que nous voulons connaître la position relative de ces deux graphes, il suffit d'étudier le signe de la fonction, première fonction moins deuxième fonction. Ici, le graphe de f est bien sûr le graphe de la fonction f, et le graphe de la tangente est le graphe de la fonction qui à x associe a0 plus a1 fois x moins x0. Donc pour connaître la position du graphe de f par rapport à la tangente, il faut étudier la fonction qui à x associe f de x moins a0 plus a1 fois x moins x0. Il faut déterminer le signe de cette fonction au voisinage de x0. Mais quand x tend vers x0, nous savons grâce au développement limité de f que f de x moins l'équation de la tangente, cela est égal à ak fois x moins x0 puissance k. C'est-à-dire ici une certaine fonction plus un petit o de cette même fonction. Comme cette fonction ici n'est pas nulle puisque ak n'est pas nul, eh bien ce terme-là nous donne bien un équivalent de la fonction à étudier au voisinage de x0. Donc la position relative est bien donnée par le terme de cette fonction-là, puisque lorsque deux fonctions sont équivalentes en x0, elles ont le même signe au voisinage de x0. Le tout maintenant est de pouvoir déterminer le signe de ce terme. Pour cela, nous devons distinguer plusieurs cas que nous allons récapituler dans un tableau à double entrée. Tout d'abord, nous avons deux cas à distinguer pour a indice k. Il peut être soit strictement positif, soit strictement négatif. Ensuite, l'entier k peut être pair, et il peut aussi être impair. Nous avons donc 4 situations différentes à étudier, et nous allons, pour chacun de ces 4 cas, réaliser un tableau de signes pour déterminer le signe de notre terme ak fois x moins x0 puissance k. Commençons par le cas où a indice k est strictement positif et petit k est pair. Nous voulons donc donner le signe au voisinage de x0 du terme a indice k fois x moins x0 puissance k. Nous savons déjà bien sûr que en x0, ce terme s'annule. Or, x moins x0 est strictement positif à droite de x0. Lorsque nous le mettons à la puissance k, cela reste strictement positif. Et lorsque nous le multiplions par a puissance k, par a indice k, qui lui-même est strictement positif, eh bien sûr, nous obtenons toujours un terme strictement positif.
Lorsque x est strictement plus petit que x0, cette fois-ci x moins x0 est strictement négatif, mais comme nous l'élevons à une puissance k qui est paire, eh bien, nous obtenons quelque chose qui est toujours strictement positif. Comme ak est toujours strictement positif, ici aussi, nous avons un terme strictement positif. Donc voici le tableau de signes dans cette situation. Nous allons maintenant remplir les 3 autres tableaux de signes pour les 3 autres situations. Dans les 3 autres cas, nous pouvons déjà tracer le début de ces tableaux. Nous avons le même terme ici dont nous voulons connaître le signe, et en x0, il s'annule toujours. Lorsque k est pair, mais que ak est strictement négatif, il suffit de changer tous les signes par rapport à notre premier tableau de variation. Lorsque k est impair, de toute façon, quand ak est positif, x moins x0 puissance k est toujours positif à droite de x0. Et lorsque ak est négatif, il faut changer le signe. Par contre, lorsque x est strictement plus petit que x0, x moins x0 est strictement négatif, et lorsque k est impair, x moins x0 puissance k garde le même signe. Il est donc ici strictement négatif, et ici, lorsque ak est négatif, il est strictement positif. Maintenant que nous avons ces 4 tableaux de signes, nous allons voir graphiquement comment cela se traduit. Dans le premier cas, qui correspond à la case en haut à gauche de notre tableau, le signe de ak fois x moins x0 puissance k est toujours positif, ce qui signifie, si nous revenons à la fonction que nous avons étudiée ici, cela signifie que cette fonction est toujours positive, donc f est toujours supérieur ou égal à l'équation de la tangente. Donc le graphe de f va toujours se trouver au-dessus de la tangente. Ce qui se caractérise ici, le graphe de f en bleu est toujours au-dessus de la tangente en rouge. Et bien sûr, le graphe bleu est tangent au point x0, il est tangent à la droite rouge. Pour la case en bas à gauche, cette fois-ci, tous les signes sont inversés, donc nous avons le même style de situation, mais avec le graphe de f en bleu qui se trouve toujours en dessous de la droite rouge. Lorsque k est impair, nous sommes dans 2 situations, quel que soit le signe de ak, où la position de f va changer par rapport à la position de la tangente au passage de x0. Lorsque ak est positif, nous avons d'abord un graphe bleu qui se trouve en dessous de la droite rouge et qui ensuite passe au-dessus. Lorsque ak est négatif, c'est la situation inverse. Le graphe en bleu est d'abord au-dessus de la droite rouge et ensuite il se trouve en dessous. Lorsque k est pair, quel que soit le signe de ak, on dit ici que nous avons affaire à un point dit normal. C'est la situation la plus fréquente puisque si aucun des coefficients du développement limité ne s'annule, eh bien le premier terme non nul après l'équation de la tangente, c'est le terme pour k égale 2. Et k est pair, 2 est pair. Donc dans ce cas, nous avons bien un point normal. Lorsque le terme d'ordre 2 s'annule, eh bien, ça n'est pas la situation la plus fréquente, mais nous tombons éventuellement, si le terme suivant est de degré impair, nous tombons sur la situation de la colonne de droite, et on dit ici que nous avons affaire à un point d'inflexion. Un point d'inflexion est donc caractérisé par le fait que en x0, le graphe de la tangente traverse le graphe de f. On peut aussi remarquer que dans le cas d'un point normal, la courbe de f tourne, entre guillemets, tourne toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si vous êtes au volant d'une voiture qui progresse sur une route qui a la forme du graphe de f, vous tournez toujours le volant dans le même sens. Par contre, si vous passez un point d'inflexion, vous tournez d'abord le volant dans un certain sens jusqu'à ce que vous arriviez en x0, et ensuite vous tournez le volant dans l'autre sens. Il y a donc une inflexion de la courbure de la courbe. Attention, j'insiste à nouveau sur le fait que c'est une étude locale. Ce développement limité ne donne un renseignement que au voisinage de x0. Par exemple, imaginez que vous ayez étudié donc une certaine fonction f au voisinage de x0 avec la méthode précédente. Vous avez réussi à donner l'équation de sa tangente en x0 et vous avez remarqué par exemple qu'il s'agit d'un point normal et qu'au voisinage de x0, la courbe est toujours au-dessus de sa tangente. Vous allez donc tracer une courbe qui va avoir cette forme-là. Mais rien ne vous garantit que, un peu plus loin, la courbe ne repasse pas en dessous de la tangente. Donc ce que vous donne le développement limité, c'est uniquement un renseignement local qui est valable dans un certain voisinage de x0 sans aucune garantie de ce qui peut se passer plus loin.
Traitons quelques exemples simples. Pour commencer, étudions la fonction exponentielle en 0. Nous savons qu'au voisinage de 0, la fonction exponentielle x est égale à 1 plus x. Donc ceci va nous donner l'équation de la tangente, et nous avons encore besoin d'un terme non nul derrière. Nous savons que le terme suivant dans le développement limité d'exponentielle, c'est x carré sur 2. Donc plus un petit taux de x carré. Et bien donc, nous pouvons dire que la fonction exponentielle a pour tangente en 0 la droite d'équation y égale 1 plus x, et elle se trouve au-dessus. La fonction exponentielle se trouve au-dessus de sa tangente, parce qu'ici, en reprenant la notation de la méthode précédente, k est égal à 2, et le terme à indice 2 est égal à 1 demi, il est strictement positif. Nous avons donc un point normal avec une courbe qui se trouve au-dessus de sa tangente. Je ne redessine pas ici le graphe de la fonction exponentielle, j'espère que vous l'avez tout de même en tête. Deuxième exemple, étudions la fonction f qui à x associe tangente x moins arctangente x au voisinage de 0. Donc nous utilisons ici directement les développements limités de tangente et d'arctangente en 0 qui figurent dans le formulaire, et en faisant la différence des deux, nous voyons que nous obtenons un développement limité de f en 0 à l'ordre 3. Nous obtenons 2 tiers de x³ plus un petit taux de x3. Que nous dit ce développement limité? Eh bien, il nous dit que f admet pour tangente en 0 la fonction, enfin la droite d'équation y égale 0, c'est donc une droite horizontale passant par 0, et le graphe de f va admettre un point d'inflexion en 0. Puisqu'ici, le premier terme non nul du développement limité après l'équation de la tangente est de degré 3, et 3 est impair. Donc ici, f est au-dessus de la tangente, alors nous allons appeler t cette tangente, il est au-dessus de t si x est strictement positif, et le graphe de f est en dessous si x est strictement négatif, puisqu'ici, le coefficient de degré 3 est strictement positif. À nouveau, j'insiste, ceci n'est valable que au voisinage de 0. Donc ceci nous donne une allure de graphe de cette forme-là. Donc voici un repère. Je sais donc que en 0, la tangente est horizontale et passe par 0. Donc voici la tangente. Le graphe de f va donc passer par le point 0 avec un point d'inflexion. Il est en dessous, proche de 0, et il est au-dessus ensuite. Donc, en essayant de dessiner ça à peu près correctement, nous avons un graphe de cette forme-là. Alors, il est toujours assez délicat de tracer les points d'inflexion. Par exemple, ici, je passe bien du dessous au dessus en 0, mais on ne voit pas très bien que la tangente est horizontale. Alors, je peux essayer de le faire un petit peu mieux. C'est toujours un peu délicat à dessiner. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ceci. Troisième et dernier exemple, la fonction g qui à x associe cos x plus 1 demi de log de 1 plus x carré en 0. Donc, d'après le formulaire, nous savons que cosinus x admet un développement d'ordre 4 en 0 de la forme suivante. Nous savons aussi que logarithme de 1 plus x admet ce développement limité à l'ordre 2 en 0. Donc, si nous le composons avec la fonction x carré, et que nous le divisons par 2, nous obtenons le développement limité de 1 demi de log de 1 plus x carré en 0. Donc ici, nous remplaçons x par x carré, et x carré, bien sûr, par x puissance 4. Et nous divisons le tout par 2. Nous obtenons donc ce développement limité, ce qui nous permet de donner le développement limité suivant de g en 0. En faisant tout simplement la somme, nous obtenons 1. Les termes d'ordre 2 s'annulent, et il nous reste pour les termes d'ordre 4, sur 24, nous allons en avoir 1, moins 6, donc moins 5, 24e de x4, plus un petit taux de x4. Ainsi, sur ce développement limité, nous avons ici l'équation de la tangente, donc la tangente AG en 0 a pour équation y égale 1, et puis ensuite nous avons ici un coefficient de degré 4, donc un terme de degré 4, pardon. Nous aurons donc un point normal, car le premier terme non nul après l'équation de la tangente est d'ordre pair,
Et comme le coefficient ici est strictement négatif, eh bien nous pouvons assurer que le graphe de g se trouve toujours en dessous de la tangente. Donc si là aussi nous pouvons donc donner l'allure du graphe de g au voisinage de 0. Si je trace rapidement un repère, nous avons ici par exemple le point d'ordonnée 1, donc la tangente est la droite suivante, et le graphe de g, toujours au voisinage de 0, va se trouver en dessous, ce qui nous donne une allure de graphe de cette forme-là. Les résultats précédents admettent deux corollaires. Tout d'abord, si f est de classe C2 au voisinage de x0 et qu'elle admet un point d'inflexion en x0, alors nécessairement la dérivée seconde de f en x0 est nulle. En effet, si f est de classe C2, la formule de Taylor-Young assure que f de x au voisinage de x0 est égal à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0 plus 1 demi de f seconde de x0 fois x moins x0 au carré, plus éventuellement des termes supplémentaires. Si la dérivée seconde de f n'était pas nulle, eh bien le premier terme non nul après l'équation de la tangente serait justement le terme d'ordre 2. 2 étant pair, nous savons alors que f admettrait un point normal au voisinage de x0 et ce ne serait pas un point d'inflexion. Le premier terme non nul après l'équation de la tangente ne peut donc pas être d'ordre 2, donc nécessairement f seconde de x0 est nul. Et non pas différent de 0. Attention, la réciproque est fausse. On pense souvent que l'existence d'un point d'inflexion est équivalente au fait que la dérivée seconde s'annule. Cela est faux et nous pouvons prendre justement comme exemple la fonction g qui se trouve ici encore page de gauche. Nous voyons que cette fonction g est de classe c infini au voisinage de 0 puisque c'est la somme d'un cosinus et d'un logarithme de la forme 1 plus x2. Donc, d'après la formule de Taylor-Young, elle admet des développements limités à tout ordre. En particulier, nous avons ici un développement limité à l'ordre 4, et les différents coefficients de ce développement limité correspondent donc, d'après la formule de Taylor-Young, aux dérivées successives de g en 0. Ici, le terme d'ordre 2 est nul, ce qui signifie que g seconde est nul en 0. Et pourtant, la fonction g n'admet pas de point d'inflexion en 0, puisque la dérivée d'ordre 3 s'annule aussi, et donc la première dérivée non nulle après l'équation de la tangente est d'ordre 4, et 4 est encore pair, donc il n'y a pas de point d'inflexion, alors que la dérivée seconde s'annule. Second corollaire, toujours avec f de classe C2 au voisinage de x0, si f' de x0 est nul et f seconde n'est pas nul, alors f admet un extrémum local en x0. Alors, pour la démonstration, cela est assez simple, puisque f est de classe C2, elle admet bien un développement limité d'ordre 2 en x0, qui est de la même forme qu'au-dessus. Le terme, la partie linéaire est de la forme f de x0 plus 0, puisque f' s'annule en x0. Et donc, si nous traçons la tangente en x0, elle est horizontale. Alors, je vais faire ici deux dessins, vous allez voir après pourquoi. En tout cas, nous avons une tangente horizontale qui est d'ordonnée f de x0 dans les deux cas. Ensuite, le premier terme non nul après l'équation de la tangente est donc le terme d'ordre 2, puisque d'après Taylor-Young, le coefficient d'ordre 2 du développement limité ne s'annule pas, puisque f seconde de x0 ne s'annule pas. Si le coefficient f seconde de x0 est strictement négatif, nous savons alors d'après l'étude précédente que le graphe de f va se trouver entièrement en dessous de la tangente. Et donc nous voyons que nous allons avoir ici un maximum local en x0. Si le coefficient f seconde de x0 est strictement positif, alors cette fois-ci, la courbe de f se trouve toujours au-dessus de la tangente en x0, donc ici nous avons le point x0, et donc cette fois-ci, dans ce cas-là, nous avons un minimum local au voisinage de x0. C'est à peu près ce qui se passe page de gauche sur l'exemple G. Nous avons bien une tangente horizontale puisque g' est nul. Par contre ici, ça n'est pas le terme d'ordre 2 qui est le premier terme non nul, c'est le terme d'ordre 4, mais c'est aussi un point normal, ce qui explique ici comme g seconde, comme g dérivé 4 fois en 0 est strictement négatif, eh bien nous avons ici
un maximum local en 0.